est Claudia Ouellette et j'ai aujourd'hui en studio avec moi, comme à la charmante habitude, Grégory Blanc. Hey, c'est moi. Salut. Ça va bien? Salut à toi. Oui. Et André alors. Et alors là, tout de suite, c'est notre premier hors-série, notre deuxième hors-série, mais on commence à avoir une bonne collection de bloopers pour Ouais. avenir. Ah oui, on vous Exact. annonce à l'avance qu'il y a quelque chose qui se prépare, soit en milieu d'année ou on attend Noël, puis on vous shoot Parce ça. qu'avant qu'on commence à enregistrer, ça a été une rafale. Hein? Oui. On va avoir du fun. Bon, ouais, on va arrêter de les teaser avec... Ouais, les bloopers. Ouais, exactement. Ouais. Et on va continuer en te teasant toi, Greg, parce que Ouais. c'est probablement ton épisode préféré au monde. Ben, ça va être un de mes Mais- préférés. Oui, Il y en aura clairement. d'autres. Il y en aura d'autres. J'ai plein d'idées. Oui. Alors, pour ceux Donc, qui ne savent pas encore, Greg, les moteurs, ils aiment ça, ils en mangent. Ouais. Ils en Ben, réparent aussi. Comme vous pouvez le constater, ma bibliothèque ici, là. Plus de trucs de moteurs là-dedans que vous en trouverez jamais ailleurs. Donc, oui, aujourd'hui, on jase de moteurs à turbine. Puis, C'est un hors-série qu'on devait à nos auditeurs depuis longtemps. Oui. Oui. Un spécial où on va aller un peu en profondeur sur qu'est-ce Oui. que quoi. Exactement. Fait que des termes techniques, mais très techniques, là, comme genre Ouais. super techniques. Donne-moi un exemple. Eh bien, par exemple, turbine. Ouhou. Mais c'est Mais, pas ça le vrai nom d'une turbine en français, hein? Ben oui, c'est une turbine. Ah, Oui, c'est comme une ça, turbine. ouais, Oui, c'est une Je turbine. pensais qu'il y avait un autre possible. Non, il n'y a pas. Ok, c'est beau, non, fine. ça vient Ok. du grec. Veux-tu, ouais, ben c'est ça vient du grec turbo, hein, ou du latin. Du latin turbo. Ouais, OK. Ouais. Ah, Moi, ben, c'est cute. La- Ça, c'est... Et il y a une corrélation grecque aussi. Il y a quelque chose qui tirbé. Ah oui, hein? Donc, donc l'idée ici, c'est qu'on veut introduire ces notions-là, parler de moteur à turbine, comment que c'est fait, comment ça fonctionne. Mhm. Mais on voulait pas juste en parler comme ça, de dire voici une turbine, voici un shaft, voici. Non, on va essayer de s'amuser un petit peu, puis on va introduire ces notions-là en comparant deux moteurs Mhm. qui existent pour de vrai, Mhm. installés sur la même plateforme, puis ça commence à devenir rare. Mhm. Ouais. On va donc parler du Trent Mill et Mhm. on va passer aussi en détail les petits problèmes du Trent Mill Mhm. et du Genex qui a pas si tant de problèmes que C'est ça. ça. Ouais, beaucoup moins de problèmes. Ouais, il y a eu des petits ajustements, ils ont des petits problèmes de icing, mais à part ça, c'est Ouais. quand même relativement un Mais bon moteur. c'est donc deux moteurs de la même puissance, à peu près. Oui, mais pas à peu près. Ouais. C'est de la même puissance. OK, pile. Et donc, si on commence, là, partons le bal. Au niveau de ces moteurs-là, donc on parle de moteurs à turbine, des turbos soufflantes. Mhm. OK, donc on sait qu'il y a plusieurs familles de moteurs à turbine. Turbo soufflantes, il y avait les bons vieux turbojet à l'époque, qui aujourd'hui n'existent quasiment plus. Mhm. Je dis quasiment plus parce que à part des engins de recherche de la NASA ou vous allez retrouver des turbojets surtout installés sur des missiles. Mhm. OK. Donc moteur qui est d'une inefficacité légendaire, Oui. mais qui permet d'avoir une très grande puissance à beaucoup de frais. Mm. Ça consomme beaucoup, Mhm. mais c'est très puissant. Ce que les militaires aiment beaucoup. Ce que les militaires aiment beaucoup. À une certaine époque, il y a certains, si on a des vieux auditeurs, des gens d'expérience qui nous écoutent. C'est la meilleure façon de le dire, oui. Ouais, non, mais oui, quand même, parce qu'il y a un certain temps. Là, à l'époque, petite parenthèse, les Hawker 600, puis les vieux Hawker, tu sais, qui est devenu les Hawker 125, puis ils volaient sur du Viper, du Rolls-Royce Viper. Puis ça, c'était des moteurs qui avaient été développés pour des missiles de croisière, entre autres. Et ça bouffait l'huile comme ça se peut pas. Mais le moteur avait pas été pensé pour être économique et efficace parce qu'il n'est pas supposé revenir. donc, tu sais, c'était... Quand finalement, l'objectif, ça s'est mis à être de Exact. ramener les gens. Fait que ça a là, comme- Rolls-Royce avait dit, ben oui, on a quelque chose pour vous. On va boucher les trous, là, puis on... Donc, Ben, ça va aller vite et loin. ça va, oui, ça pour faire du bruit, ça faisait du bruit. Oh, que ça faisait du bruit. Oui. Donc on a les turbojets, on a les turbos soufflantes, il y a les turbopropulseurs, donc les turbines qui drivent des hélices, et on a des turbochafs aussi, les moteurs d'hélicoptère. Mhm. Ouais. OK? Donc, dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, on va parler de turbos soufflantes. Mhm. Donc, à ces fameux turbojets, on s'est rendu compte qu'en ajoutant une grosse fan en avant, C'est un une ventilateur. soufflante, c'est un ventilateur. C'est vraiment ouais. un ventilateur. Faites-vous, ouais, exactement. On pourrait le voir comme ça. On s'est rendu compte qu'on était capable d'aller chercher de l'efficacité propulsive beaucoup plus... c'était beaucoup plus poussé, plus efficace, surtout.
Donc, et ça n'en finit pas d'évoluer et de changer dans le sens où on s'en vient avec des soufflantes qui sont de plus en plus grandes. Si vous suivez un petit peu l'actualité, vous aurez très certainement lu ces dernières semaines que Rolls-Royce a commencé à assembler son premier grosse turbo-soufflante. Là. Donc, ça va être la plus grosse turbo-soufflante au monde, avec un fan qui devrait être aux alentours de 184 pouces. Donc, c'est énorme. C'est une espèce d'affaire de... Donc... 16 pieds. Ouais. Si vous irez voir la photo, allez sur le site de Rolls-Royce, bien évidemment, parce qu'ils ont commencé l'assemblage. En fait, on va vous mettre ça dans les oui, notes de l'épisode. exactement. Puis, vous irez voir, il y a une personne à côté, juste pour vous donner une idée là, de la grandeur. Là, ça n'a aucun bon sens. Maintenant, Gen X puis 30 000. Et le 30 000. Alors, installé sur le 787. Ouais. Donc, à l'époque, on est allé en appel d'offres. On a fait un request for proposal. Les 3 gros manufacturiers ont répondu, mais il semblerait que j'ai pas réussi à trouver beaucoup d'informations là-dessus. Il semblerait que ce que Big Pratt avait proposé à l'époque valait même pas la peine qu'on écrive un article là-dessus. Donc, il y a pas eu... Boeing confirme qu'ils ont reçu des proposals des 3 gros, mais on n'a rien sur c'est quoi qui... Fait que c'est très certainement une variante du PW4000. Puis habituellement, quand on trouve pas beaucoup d'informations là-dedans sur ces choses-là, ça veut dire que Pratt a répondu, mais juste pour dire que ils ont envoyé quelque chose. Je pense qu'ils savaient qu'ils étaient pas dans la course. Ils ont envoyé un petit croquis, autrement dit, mais voilà ce que notre proposition. Ouais, c'est ça, ça. Moteur, soufflante en avant, tu sais, fan, turbine avec des petites flèches, là, puis poussé en fait que Boeing a fait un plat, un micro-ondes. C'était du réchauffé. À peu près. Oh! Wow! Oh, l'air de rien, on est en forme aujourd'hui. Ouais. OK. J'ai-tu dit un plat? Je voulais dire un plan. En tout cas, laissez faire. OK. Ouais. Non, elle était bonne. Elle était bonne, par exemple. Oui, effectivement. Alors, ce qu'il y a de particulier sur ces moteurs-là, c'est que ce sont on a demandé aux manufacturiers, donc aux OEM, donc Rolls-Royce et GE qui ont été choisis, d'arriver avec des moteurs qui étaient bleedless. Ouais. Bleedless, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de prise d'air sur les moteurs, autre que pour le de-icing, le dégivrage de l'inlet du moteur. Ouais, OK. Donc ça, c'est du bleed comme on a toujours connu. Est-ce qu'on sait pourquoi ils ont fait cette demande-là en particulier? Oui, parce que prélever de l'air sur les moteurs, ça coûte cher. Oui, ça enlève de la puissance. Ça enlève de la puissance au moteur. Donc, c'est de l'air qui ne peut pas être utilisé pour le fonctionnement le bon fonctionnement du cycle de la turbomachine. Donc, on est obligé de compenser pour ça. Puis quand on compense, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre plus de fuel. Donc déjà, on était capable, en enlevant le bleed comme ça, on était capable d'aller chercher beaucoup plus d'efficacité en termes de rendement, là. Parce qu'on consommait, on allait consommer un petit peu moins, on se faisait pas voler d'air au niveau du moteur. De 1, de 2, également parce qu'on voulait puis ça c'est pour avoir volé dans un 787, c'est absolument magique, là. On voulait également s'assurer d'avoir une qualité de l'air, puis ça on en a déjà parlé dans un podcast précédent. Oui. On voulait s'assurer que la qualité de l'air était on passait dans une autre game, là. Donc, la cabine est pressurisée à l'aide de compresseurs de façon électrique. Ouais, exactement. Ouais. Plutôt que de prendre de l'air qui est sous haute pression. Oui. Donc, ça valait la peine de générer de l'électricité pour gérer ce système-là. Donc, on n'a pas de bleed au niveau du moteur, donc on n'a pas de prise d'air qui a été faite, mais à la place, on a sur la boîte d'accessoires en dessous du moteur, on a 2 énormes générateurs. Donc, ce qui a changé au niveau de la configuration des moteurs, comparé à une configuration traditionnelle, c'est que au lieu d'avoir un alternateur, un générateur de courant qui a comme sur tous les moteurs, là, on en a 2 énormes. OK. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'au niveau de ces turbosoufflantes-là, c'est des starter generators, là. Okay. Donc électriques, comme on va retrouver sur des bons vieux PT6 ou des plus petits moteurs, là, où c'est démarré électriquement. Donc ça, c'est quelque chose qui a changé au niveau déjà d'une configuration normale, parce que d'habitude, c'est que démarrer avec de l'air. T'as parlé dans le cas du Gen X puis du 30 000 de 2 faux frères, puis une des raisons qu'on peut dire que c'est des faux frères ou que si je me trompe pas, le 1000 puis le Gen X,
sur le 787, ils s'attachent de la même manière aux pylônes. Ils peuvent être interchangés. Bingo! Ça, c'est une particularité particulière du 787. Donc, on déborde un petit peu de la turbomachine, mais c'est important de le mentionner parce que dans ce cas-ci, on a demandé à Rolls-Royce et à GE d'avoir une configuration standard. Ouais. Puis ça, c'est au niveau système électrique et tout ça, là. Ce qui fait que un 787, admettons Air Canada, un 787 rentre ce soir au hangar. Ils veulent changer le moteur. Oh non, il n'y a plus de GenX. Lui, à côté, il peut me prêter un Rolls-Royce si je veux. Il serait capable de le faire. Puis le deal, c'était qu'il devait être capable de faire ça en moins de 24 heures. OK. C'était faisable. S'il y a des gens qui nous écoutent puis qui disent « Ouais, mais il me semble que j'ai déjà vu ça ou je me suis déjà fait dire qu'à l'époque, on pouvait faire ça aussi sur d'autres, des vieux 767 ou quoi que ce soit. » Oui, on pouvait. Ça demandait une semaine de travail. OK. C'est pas la même game. Exactement. Donc, puis j'ai feuilleté un petit peu, j'ai surfé, on va dire, Internet, là, pour essayer de trouver des anecdotes, des affaires au niveau des engine change. Il semblerait qu'il y a déjà, j'ai pas réussi à savoir c'était qui, mais il semblerait que ça a déjà été fait de passer d'un GenX au Trent 1000 en dedans d'un chiffre de 8 heures. OK. Il paraît que ça a déjà été fait. Ça veut dire que l'avion peut voler avec un train de côté? Non, ça prend les deux. Ça prend les deux, ouais, OK. Exact. Ça prend les deux. Okay. Mais c'est faisable. C'est faisable. Alors qu'avant, le moteur, quand tu commandais l'avion, tu disais, mettons, lui, il va sortir avec des Pratt ou, il mourrait avec ses moteurs Pratt ou Rolls-Royce. Ça veut dire qu'une compagnie, par exemple, comme Air New Zealand, qui a des moteurs, qui a des Trent, ça décidait que, écoute, GE m'offre des GenX. C'est déjà fait, André. C'est déjà fait. Ils ont commandé des Dash 10, des 787-10 la semaine passée ou il y a 2 semaines. Et ce qui manquait, c'était le choix des moteurs. Et ils ont décidé aux grandes dames de Rolls-Royce, qui, on le sait que la Nouvelle-Zélande, c'est un ancien... ça fait partie du Dominion britannique. Ouais, du Commonwealth. Du Commonwealth. Historiquement, ils ont toujours été avec Rolls-Royce quand c'était possible de le faire. Puis la première batch de 787 qu'ils avaient commandé, elle était avec des Rolls-Royce. Ouais. Puis là, la deuxième qu'ils ont commandé, ils ont commandé des 787-10. Ouais. C'est avec des GenX. Ouais, moi, ce que je voulais dire, c'est pour les 787 qui ont déjà dans la flotte, ils pourraient remplacer les moteurs. Ah ouais, mais c'est ça. C'est direct vers là que je m'en allais, c'est qu'ils pourraient, si Rolls-Royce n'arrive pas, puis je vais vous expliquer c'est quoi les problèmes un peu plus en détail que d'habitude. Si Rolls-Royce avait des problèmes qui font qu'ils seraient vraiment pas capables de les régler ou difficilement, à New Zealand, par exemple, pourrait appeler GE puis leur dire fabrique-moi des moteurs, là. Peut-être de temps en temps, insère-en un spare dans ta ligne de production. Envoie-moi-les, puis moi, tranquillement, je vais faire le swap. Ouais. Okay. Donc, ce serait possible d'être fait, effectivement. Donc, les moteurs. Les moteurs. C'est beau. C'est tellement beau, ces moteurs-là. Ah, mais écoute. On te regarde être ému, là. Oui. OK. Alors, au niveau des moteurs, je vais vous présenter les deux moteurs, puis on va en même temps en profiter pour introduire certaines petites notions. Avant d'aller là, juste quelques petits chiffres, parce que c'est le moment de faire ça. Tu vas être content, André. GenX a plus de 60% du marché. Ouais, on s'en doutait un petit peu. Content dans le sens où on s'en doutait. Avec les problèmes que le Trent a en ce moment, le choix d'aller vers la nouvelle tendance. Exactement, tout à fait. Au niveau du GenX, le moteur, c'est un design qui est relativement nouveau, mais on est allé chercher de la technologie d'un peu partout dans les anciens modèles. Donc, par exemple, le core est inspiré du GE90-94. Puis ça, la raison pour laquelle je le mentionne, c'est qu'on l'a souvent mentionné qu'en aéronautique, on réutilise de la technologie où on s'inspire fortement de quelque chose, d'une valeur sûre qu'on a développée dans le passé. Dans les deux cas, on a fait ça. Dans le cas de GE, du GenX, on a de la technologie qui arrive du GE90. D'ailleurs, souvent, le GenX est présenté comme étant le petit frère du GE90 parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de technologie qui a été développée pour ce moteur-là, dont, entre autres, les fameuses
les pales en composite, les blades en composite du fan, que tout le monde qui suit un peu l'aviation va être capable de reconnaître. Elles sont les blades sont noirs avec une shape un peu spéciale là, en carbone. Mm-hmm. Donc ça, c'est typique à GE depuis le GE 90 et plus. Au niveau du Trent Mill, ben c'est pas compliqué. Le Trent Mill, c'est directement inspiré du Trent 900. Trent 900 qui est installé sur Trent 900 sur le A380. A380, OK. Donc, on réutilise une certaine technologie encore là pour créer le Trent Mill. Dans les deux cas, ça a volé à peu près 2006-2007 dans ce coin-là. Petite anecdote intéressante, les Européens se sont organisés pour certifier le moteur, le Trent. Ouais. Écoutez bien ça. Ils ont certifié le Trent le 7 août 2007. OK. Ça fait quoi, ça? 787. 787. Ah. Cute, par exemple. Pas pire, hein? Non. Ouais. Attention aux détails. Qui a dit que les Européens n'avaient pas le sens de l'humour? Ouais, OK. Bon. Donc, fait que ça, c'est un petit détail comme ça là, qui était intéressant. Alors, si on rentre au niveau technique, le GEnx, c'est une configuration deux shafts, OK, où on va dire souvent 2 corps. Ouais. Alors que Rolls-Royce a depuis le RB211, c'est une configuration 3 shafts, OK, donc 3 shafts imbriqués un dans l'autre, bien évidemment. Ouais, alors pour les gens, quand on parle de 3 shafts imbriqués dans l'un dans l'autre, t'as un premier arbre d'entraînement, un premier shaft. Un arbre d'entraînement, voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Qui est creux à l'intérieur. Oui. À l'intérieur de ça, on en passe un premier. Oui. Qui lui-même est creux aussi, on passe un troisième. On en passe un troisième. Alors, ça, c'est dans le cas de Rolls-Royce. Ça, c'est dans le cas de ça veut dire que dans le cas, parce que Rolls-Royce en a 3. Oui. Tandis que le GE en a 2. Ça veut dire que forcément, l'arbre d'entraînement de Rolls-Royce, le dernier, le plus gros, il est plus pesant. Tu sais, ça ajoute du poids. Oui et non. Faut faire attention parce que plus tu te... Tu sais, on va dire comment t'appelles ça, l'arbre d'entraînement, ouais. le shaft numéro 1, là, on pourrait appeler ça N1 par exemple, ouais. C'est ça le terme technique. Souvent, c'est le shaft qui va faire tourner la soufflante en avant. OK. Qui est branché sur quelques étages de turbine à l'arrière. OK. Le deuxième shaft, le deuxième arbre d'entraînement, lui, va être branché sur un compresseur intermédiaire. Et sur des turbines intermédiaires aussi, mais le shaft il est plus court. OK. Ouais, OK. Le dernier, il est un petit peu plus gros, mais il est plus court aussi. Ouais, OK. Et le dernier, le troisième shaft, OK, lui va être un petit peu plus, encore plus court, parce qu'il va être branché sur ton compresseur haute pression et sur ta turbine haute pression. C'est quoi l'avantage d'avoir trois shafts? Ça permet de mieux contrôler tes vitesses d'opération au niveau de tes rotors. OK. Dans le but, si tu veux être capable d'extirper un maximum de puissance de tes gaz d'échappement, de tes gaz de la combustion, là, donc des gaz chauds qui passent à travers tes turbines, si tu veux être capable d'extirper un maximum d'énergie à chaque étage, il faudrait que tu sois capable de les laisser tourner à leur pleine vitesse, à leur plein potentiel. À leur vitesse optimale. Le problème qui arrive, c'est qu'on peut pas faire ça. Non, parce que... Les turbines actuellement, là, les disques de turbine ne tournent pas à la vitesse qu'elles seraient capables de tourner, pour la simple et bonne raison que on doit contrôler, tu sais, c'est le disque, plus il est gros, et plus tu tournes vite, plus il y a de risques que le bout de ton disque, là, donc la circonférence, se rapproche de la vitesse du son. OK. Donc là, tu vas ça crée de l'interférence, de la vibration, etc. Donc, c'est trop dangereux. Donc, on va contrôler ces vitesses d'opération-là. Puis là, sur ce cas-là en particulier, je rentre pas trop dans les détails parce que c'est vraiment technique. S'il y a des gens en aérodynamique qui m'écoutent, ils vont dire « Ouais, là, je m'excuse, monsieur, là, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. » Là. Je sais que c'est un peu plus compliqué que ça, mais grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on va contrôler les vitesses en jouant avec la géométrie des blades. Oui. OK? Dans le but d'aller chercher un maximum d'énergie, d'extirper un maximum d'énergie. Donc, on va transformer de l'énergie thermique en énergie mécanique. Ouais. OK? Jusqu'à un certain point, parce qu'on ne peut pas dépasser certaines vitesses de rotation. OK? Maintenant, en ayant plusieurs corps, comme le fait Rolls-Royce,
ce qu'on fait, c'est qu'on a séparé tous ces étages de turbines-là en sections, ce qui fait qu'on peut les laisser tourner chacune un petit peu plus proche de leur vitesse d'opération optimale que si tu en avais juste deux ou si tu en avais juste un. Normalement, plus tu t'en vas vers l'arrière, plus le disque est gros. Oui, donc si vous avez déjà vu des vues en coupe de moteur à turbine, vous allez vous rendre compte que le disque, la turbine haute pression, habituellement, c'est celle qui est tout de suite après la chambre à combustion. Habituellement, c'est un petit disque, relativement petit, on s'entend. Avec des ailettes de turbine, des blades de turbine qui sont pas très grandes non plus. OK? L'étage d'après, dans le cas de Rolls-Royce, par exemple, on va avoir un étage de turbine intermédiaire qu'on appelle. Donc plus grand. Une petite affaire plus grand. OK? Sur certains modèles, tu peux en avoir un, tu peux en avoir deux. Tantôt, en préparant l'émission, tu me disais, ouais, mais c'est quoi qui va décider si on a un ou deux étages de turbine ou 6? C'est si avec un étage, on est capable d'aller chercher la puissance qu'on a besoin, on n'alourdira pas le moteur pour rien en ajoutant un deuxième étage. Ceux qui ont déjà eu ça dans leurs mains, là, puis t'as vu les disques de scrap qu'on a dans la classe à côté, là, c'est pesant. Fait que plus tu ajoutes d'étages, plus c'est pesant. Fait en ayant, c'est ça. Donc, parce que comme la dernière turbine a un diamètre plus large, si elle tournait à la même vitesse que la première, elle se trouverait à ralentir la première parce que la dernière a un plus grand diamètre. Oui et non, là, elle est plus proche de la vitesse du son à vitesse égale. Fait que donc, ce que ça dit, c'est que les étages en arrière tournent moins vite que les étages de haute pression. Puis en séparant en 3 plutôt que 2. Donc, en séparant tes corps comme ça en sections, dans le cas de Rolls-Royce, on a 3 sections, on permet aux turbines de se rapprocher de leur vitesse optimale qui permet d'extirper avec un jeu de surface puis de design au niveau des blades et tout ça, là. On est capable d'aller chercher le maximum d'énergie, d'extirper un maximum d'énergie par étage comme ça. Donc, ça permet d'avoir un meilleur rendement. OK. Dans le cas de GE, où on a juste 2 corps, ce qui va arriver souvent, c'est que le fan va être attaché au compresseur basse pression, qui, lui, cette section-là, va être attaché à la turbine basse pression. On associe toujours compresseur haute pression avec turbine basse pression. Puis compresseur haute pression avec turbine haute pression. OK. Voilà. Donc, ils ont chacun leur... puis vous partez du milieu, donc la chambre à combustion, le point central. Puis vous partez gauche-droite de chaque côté. Puis les premières sections que vous rencontrez sont attachées ensemble. Et c'est haute pression, forcément. C'est haute pression, forcément. Puis à l'extrémité, c'est basse pression. C'est les basses pressions. On commence à compresser l'air, donc on est... Exact. Dans le cas, là, si on met un petit peu de terminologie là-dedans, on peut appeler ça soit un compresseur basse pression ou des fois certains manufacturiers, CFM l'appellent comme ça, puis des fois GE aussi, ils vont appeler ça un booster. Ouais. OK. Donc, si vous voyez écrit booster, c'est un compresseur basse pression. Dans ce cas-ci, quand c'est un booster, c'est parce qu'il est attaché au fan en avant. OK. Donc, le fan est considéré comme un compresseur. OK. Un étage de compression. D'accord? Oui, ouais. Il travaille. Fait que pour vous donner une petite... on parlait de faux frères tantôt là, au niveau du Gen X puis du Trent Mill. Effectivement, ils ont quasiment la même longueur. On parle de 184 pouces, 186 pouces. Le diamètre du fan, d'après toi? Aucune idée. 111 pouces. OK. Les deux exacts? 111, 112. Wow, OK. Regarde, on est proche. Ouais. Donc, on a 282 cm d'un côté et 285 de l'autre. Fait que c'est quand même assez gros. T'as-tu levé le doigt, Claudia? Avez-vous une question, mademoiselle? Non, absolument pas. J'essaie de suivre. Vous essayez de suivre? OK, d'accord. Mm-hmm. Fait que dans le cas du Gen X, effectivement, le compresseur basse pression, il l'appelle le booster. Donc, OK. Je viens de revoir mes notes, là, puis effectivement, c'est... OK. Puis, l'autre affaire qui est importante de comprendre aussi, c'est que pour atteindre ces puissances-là, OK, il faut être capable d'aller chercher, d'extirper cette énergie-là, OK, du fuel, parce qu'on pense toujours, en ce moment, tu sais, là, on parle beaucoup d'environnement, tout ça, de consommation, puis il faut arrêter de consommer, puis il faut couper la consommation. C'est là, en fait, que
tout devient l'enjeu, la technologie, de pourquoi qu'on développe tout ça, pourquoi qu'on met tant d'argent dans le développement de ces moteurs-là. Ben, c'est parce qu'il faut être capable d'aller chercher un maximum de puissance pour une même quantité de fuel. Okay? Je m'explique pourquoi je dis ça. Quand vous comparez les moteurs d'aujourd'hui, on parle beaucoup du CFM LEAP, le Gear Turbofan. Il y avait la famille d'avant, il y avait le GenX, le Trent 1000. Si vous regardez à peu près au niveau de la grosseur du core, le moteur. Le partie principale du moteur. Ouais, mais quand on parle du core, là, c'est le cœur du moteur. Le cœur du moteur, c'est le bon terme, Ouais. Vous remarquerez que ces cœurs-là, ce core de moteur-là, ils n'ont pas vraiment grossi. OK. Ils ont même, dans certains cas, ils ont même diminué. Si vous avez la chance de pouvoir voir des photos du core, par exemple, du Gear Turbofan, pour la puissance développée, vous allez vous rendre compte qu'il est vraiment pas gros. Il est vraiment pas gros. OK? Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a répondu à des besoins. On a besoin de plus de puissance. On a besoin d'aller chercher une certaine efficacité propulsive. Là. Mais il faut qu'il consomme 15 à 20% moins que la génération d'avant. Ouais. Et là, il y a des choses qui ne changent pas parce que quand tu passes d'une génération de moteur à l'autre, les règles de physique, les règles d'aérodynamique, parce que dans un moteur, il y a beaucoup d'aérodynamique. L'air circule à haute vitesse, on s'entend. Exact. Donc, ça, là, les lois fondamentales de la physique et de l'aérodynamique, elles n'ont pas changé. Non. Donc, on travaille sur quoi à ce moment-là pour améliorer? Très bonne question. On va travailler, premièrement, sur la combustion. OK. Et on va travailler sur l'aérodynamique, mais d'un point de vue physique. OK. Je m'explique. Je vous disais que les cores, le cœur du moteur, les moteurs n'ont pas vraiment grossi en termes de la section qui produit cette puissance-là. Fait que comment on est capable d'aller chercher plus de puissance pour à peu près la même grosseur de moteur, de turbomachine, tout en consommant moins que la génération d'avant. Parce que c'est ça qui est dit en ce moment. Quand vous regardez les publicités un peu partout dans les magazines, ils vous disent 15% plus efficace que son grand frère d'il y a 15 ans. OK? Mais pour être capable d'aller faire ça, d'aller chercher cette puissance-là en consommant à peu près la même chose, parce que c'est ça qui arrive en fait. C'est pas qu'ils ont mis moins de fuel. C'est qu'on va chercher plus de puissance pour la même quantité. Ça, c'est le petit côté qui est un petit peu tricky. Là. OK. C'est que je vais vous donner un exemple bien niaiseux. Là. Pour une cuillère à soupe de fuel, là, avec la génération de moteurs qu'on a aujourd'hui, on est capable d'aller chercher, d'extirper plus de puissance que la génération d'avant. C'est ça que ça veut dire. OK? Ils n'ont pas coupé la quantité comme telle. C'est qu'on a des moteurs qui sont de plus en plus puissants pour la même grosseur. OK? Puis ça, comment on va atteindre ces affaires-là? C'est cette puissance-là, on va y aller en boostant les pressions. OK. Fait que là, on a des compresseurs qui sont rendus avec une aérodynamique, c'est tout fait en 3D, c'est très recherché. Il y a de très belles photos sur Internet. Si vous avez l'occasion d'aller voir ça, vous allez voir les ailettes de compresseurs. On parle même pas de turbine ou quoi que ce soit, là, de compresseurs. Il y a une shape là-dedans, une géométrie qui est incroyable. On appelle ça du 3D design. C'est très poussé, on va chercher très loin. Ce qui nous amène au point où on va chercher des ratios de compression qui c'est du jamais vu. OK? On parle aujourd'hui de ratios de compression au bout de tous les étages de compresseur. Là, que tu sois basse pression, haute pression ou intermédiaire, quoi que ce soit, là, rendu là, à quelques pouces de la chambre à combustion. Donc, à la fin des compresseurs, on est rendu avec des ratios de compression de plus de 50:1. Le Gear Turbofan est pour un petit moteur comme ça, là, on est à 40:1, plus de 40:1. On n'a pas le chiffre exact, Pratt n'a jamais voulu le donner exactement, là, mais plus de 40:1. Fait qu'on est la pression à la sortie du compresseur est 40 fois plus élevée que quand à l'entrée. C'est énorme. C'est énorme, ce qui veut dire aussi qu'on va générer beaucoup de chaleur. Absolument, d'après moi, tu es proche du point d'autocombustion du jet fuel. Pas tout à fait. Oui, mais non. OK. Parce que là, c'est dangereux, effectivement, parce qu'on a un air qui est très, très chaud, qui est très haut en pression. Fait que pourquoi qu'on ferait ça s'il y a un risque d'autocombustion, OK, ou s'il y a un risque de
peut-être pas avoir une combustion efficace ou quoi que ce soit, ben là, c'est là qu'entre en jeu tout le côté géométrie et agencement. Il y a beaucoup de travail qui s'est fait au niveau des chambres à combustion. Okay. Encore une fois, essayez de comparer. Allez voir si vous avez des vieux training books, vous êtes capable d'aller feuilleter des manuels. Là. Vous allez voir que l'évolution qu'il y a au niveau des chambres à combustion, on est parti d'une canne là, qui était faite en tôle par le gars du coin. Là. Ah ben, puis percé quasiment à drill. Là. Puis punché, en fait. Punché, ouais. C'était des chambres à combustion qui étaient punchées. C'était du sheet metal, du métal en feuille. OK? On est passé aujourd'hui à des chambres à combustion qui sont fabriquées. Fabriquées dans le sens où c'est soudé, il y a des sections qui sont machinées. Par exemple, les chambres à combustion qui sont utilisées sur les GE, c'est la génération qu'ils appellent, c'est des TAPS, des Twin Annular Pre-Swirl. Très gros nom, très scientifique, là, mais ils ont travaillé là-dessus pendant des années en collaboration avec la NASA. Ce qui fait que eux ont décidé d'y aller avec une approche où on pré-mixe le fuel et l'air avant d'entrer dans la chambre à combustion, mais on parle de millièmes de pouces. Là. OK. Oui, vous m'avez entendu, là, c'est quelques millièmes de pouces avant où on fait un pré-mélange, ce qui nous permet de contrôler la combustion puis d'aller chercher une combustion qui est quasi parfaite parce que la perfection n'existe pas. Parce que là, le mélange d'air et d'essence est mieux fait, c'est mieux distribué. Exactement. Donc l'air dans la chambre... Ce qui nous permet de nous rapprocher du fameux mélange stoichiométrique. Là, okay. En théorie, on devrait se rapprocher du fameux 15:1. Mais c'est pas ça dans la vraie vie. Puis le mélange comme tel, on le sait pas parce que ça c'est secret industriel. Ils veulent pas le dire. Mais donc, pour revenir à ce qu'on disait de dire, ben ok, mais pour la même cuillère à soupe de fuel dans ma chambre à combustion, je vais chercher plus de power. Oui. Pourquoi? Ben, entre autres, parce qu'on est capable d'aller chercher beaucoup plus de chaleur de la même quantité de fuel parce qu'on brûle mieux le fuel. Mais plus de chaleur, plus de risque de faire fondre le métal dans la chambre de combustion? Ah oui, absolument. Donc, en même temps qu'on fait ça, il faut s'organiser pour protéger les composants. OK? Ouais. Puis ça, on va faire ça comment? Vous vous en doutez très fortement. Ou en tout cas, vous êtes pas loin d'être enligné sur la bonne réponse. Le moteur, le compresseur, va générer, va créer va aller chercher plus d'air que le moteur en a besoin au niveau de la combustion. OK. Parce que même dans ce cas-ci du GenX et du Trent Mill, même si on n'a pas de bleed, même si on ne prend pas de l'air pour les systèmes de l'avion, il reste qu'on a besoin d'air aussi pour le système secondaire qu'on appelle. OK. Puis ça, c'est propre au moteur, puis c'est de l'air qu'on va utiliser pour refroidir, / protéger. Moi, personnellement, je le split, là. On va refroidir des pièces, on va protéger des pièces. OK. Et on va s'en servir aussi pour pressuriser les cavités de bearing, par exemple. OK. Donc, mais au niveau de la chambre à combustion, une partie de l'air qui rentre dans cette section-là va être utilisée pour protéger la chambre à combustion. Elle n'entrera même pas dans la combustion. Puis ça varie d'un moteur à l'autre. Il y a différents diagrammes. Il y en a qui disent qu'il y a que 20% de l'air qui rentre dans cette zone-là qui va être utilisée pour de la combustion. Le reste va être utilisé pour refroidir et protéger. Ça, là, je vous le dis, là, c'est propre à chaque manufacturier. Puis vous serez jamais capable d'avoir les vrais chiffres parce qu'encore une fois, ça, il n'y a rien de plus secret que ça. Okay. Honnêtement, je pense que la recette du Nutella est beaucoup moins secrète que ces chiffres-là. C'est aussi secret que la caramel. Quasiment. Ouais. Donc, une partie de cet air-là, OK, on va se servir de cet air-là pour protéger les pièces qui sont en contact avec ces hautes températures-là. Autrement dit, la paroi de la chambre de combustion touche jamais directement la flamme. La combustion ne touche jamais à la paroi. On fait circuler de l'air froid, entre guillemets, c'est-à-dire à quelques centaines de degrés. Mais c'est un delta. Ça c'est intéressant parce que pendant de nombreuses années, j'avais un peu de difficulté à faire comprendre ça à mon petit frère, qui est plus grand que moi. Il y avait de la difficulté à comprendre mais c'est de l'air chaud. Tu refroidis avec de l'air chaud. Fait que tu peux pas refroidir. Mais oui, tu peux, parce que c'est un différentiel de température. Ouais, OK.
Donc, tu es capable de refroidir avec de l'air qui est chaud. Ouais. Mais pas autant que celle que tu essayes de... donc, ce delta-là fait en sorte que tu es capable d'avoir une certaine protection, entre guillemets. Là. Fait que t'as la couche d'air qui va se faire sur les parois de la chambre à combustion vont protéger physiquement de la combustion, de la flamme. Moi, je dis la flamme, mais c'est pas une flamme. Là. Mais c'est juste pour vous donner une image. Puis en même temps qu'elle va protéger physiquement la chambre à combustion, elle va aussi la refroidir. Donc, c'est pour ça que je parlais de refroidir, puis de refroidir avec de l'air froid. Ouais. Ça va la refroidir, oui, parce que il reste quand même qu'il y a un différentiel de température. On parle de température de combustion d'à peu près combien de degrés? On n'a pas les chiffres exacts, mais on doit avoir une idée. Écoute, on n'a pas les chiffres exacts, mais oui. Je serais capable de te donner quelques chiffres ici et là. Parce que ce que j'aimerais vous mettre en lumière, c'est la température dans la chambre de combustion. Oui. Puis la température à laquelle le métal fond. Ben, pour te donner une idée sur le Trent Mill, OK? Sur le Trent Mill, dans la chambre à combustion, Rolls-Royce dit que la combustion, ça se situe entre 2800 et 3200 Fahrenheit. Ah, c'est énorme, ça. Oui. Parce que le point de la combustion... On n'aura pas le chiffre exact, encore une fois, mais ça vous donne un ordre de grandeur. Et juste pour vous donner une autre idée, on parlait de refroidir avec de l'air froid. L'air à la sortie du compresseur sur le Trent Mill est à plus de 700 degrés centigrades dans cette fois-ci. Ouais. OK. Et le métal fond à quelle température dans les chambres de combustion? Ben, c'est de Lincolnell. C'est des alliages Lincolnell. OK. Donc, encore une fois... on est proche du 2-3... On est proche du point de... Oh non, ça fondrait. Si ça touche, ça fond. OK. Ça, c'est clair que la température... C'est clair oui. Les gaz d'échappement sont plus chauds que le point de fusion? Plus ou moins. Rendu à l'échappement, le transfert d'énergie qu'il y a eu entre-temps a extirpé tellement d'énergie que rendu là, c'est chaud encore, on s'entend, là, mais plus assez pour faire fondre le métal. Okay. La zone critique, c'est vraiment au niveau de la chambre à combustion et toute la zone de la turbine haute pression et un petit peu après. Là. Okay. Mais dites-vous une chose, c'est que... Puis ça, c'est des concepts de physique qui sont très intéressants parce que à chaque fois qu'on traverse un étage, là, tu passes à travers une turbine, ben, température avant, après, là, il y a une baisse de température. Puis tu dis, voyons donc, ça vient de passer à travers 2 pouces. En termes de distance linéaire, on est quoi, 2-3 pouces? Oui. Puis on vient de perdre quelques centaines de degrés. Là. Oui. L'expansion des gaz. Ben, mais le transfert d'énergie. Le transfert d'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie pour faire tourner ces turbines-là. Ouais. Puis, tu sais, tantôt, tu me disais, pourquoi qu'on ne met pas 2-3 étages de turbine haute pression, par exemple? Mais plus tu mets d'étages, plus tu prends de l'énergie que tu peux pas utiliser à autre chose. Fait que c'est un pensez-y bien. Ça veut pas dire qu'ils le feront pas. Ah, OK. Mais plus tu mets d'étages de turbine, plus tu extirpes de l'énergie, ce qui est normal, c'est la base même, l'essence même d'une turbine, c'est d'extirper de l'énergie. Donc, si tu mets trop de turbines dans la phase haute pression, tu n'as plus d'énergie dans la phase basse pression. Pour driver ton fan en avant. Pour driver ton fan en avant. Exact. Okay. Donc ça, mais avec la technologie qu'on a aujourd'hui, l'approche de dessin 3D, puis la recherche qu'on est capable de faire avec des... tu sais, sur Cassia, tu es capable de simuler le flot de l'air autour d'une pale avant même de la fabriquer. Là. On est capable de designer aujourd'hui un étage de turbine largement assez puissant pour extirper juste assez d'énergie pour driver le compresseur. C'est tout. Donc, dans la vie d'un moteur, d'un moteur à réaction, ou d'une turbine à gaz, appelez ça comme vous voulez, un turbofan, gérer la température des chambres de combustion, c'est important. Oui. Parce que tu me parles de 2800 à 3000, mais qu'est-ce qui arrive si tu montes à 3300? Là, oups, ton équilibre entre l'énergie et le refroidissement est défait. Ça, c'est un très bon point que tu soulèves. Effectivement, à la base, une turbomachine, il faut que les gens voient ça comme étant un équilibre parfait. Certains diront un équilibre précaire. Oui, précaire. Ça prend pas grand-chose pour briser cet équilibre-là. Puis les gens qui font, s'il y en a qui nous écoutent, qui font du boroscope, qui travaillent dans des engine shops,
qui ont déjà fait des engine change ou quoi que ce soit, là, pour des raisons de dommages dans le moteur, là, c'est parce que cet équilibre-là a été brisé. Donc, il y a quelque chose qui a fait que, par exemple, on a eu soit par design, soit parce qu'il est arrivé quelque chose au niveau du fonctionnement opérationnel. Dans le cas qui nous préoccupe, mettons, au niveau du Trent Mill, on sait qu'il y a des problèmes sur le moteur, de très gros problèmes. Puis ces problèmes-là sont drivés, c'est des problèmes de design. OK. Donc, puis c'est pas une question que Rolls-Royce a mal designé ou qu'ils sont pas bons ou quoi que ce soit. Rappelez-vous, encore une fois, on parle de haute technologie. À un moment donné, on arrête de chercher. On est obligé de geler la configuration. Ouais, et là, il faut aller en production. Puis là, il faut aller en production. Fait qu'on a pris une chance. Ouais. Puis, on se rend compte que, par exemple, dans le choix des matériaux, donc, dans le cas du Trent Mill, par exemple, je vais vous présenter un petit peu les bobos, puis vous allez comprendre où est-ce que je veux aller avec ça, OK? Les problèmes du Trent Mill, ils affectent les Trent des packages B et C et le Trent Mill-10, OK? 10, là, ça veut dire Trust Efficiency New Technology. C'était une autre version du Trent Mill, OK? Les premiers problèmes ont apparu sur les packages B et C, puis regardez où je m'en vais avec ça. On a eu des problèmes de ce qu'on appelle du fatigue cracking. OK? Donc, les blades se sont mis à craquer. Puis ça, c'est drivé par quoi? Parce qu'il y a eu de la sulfidation. OK. La sulfidation, qui est une forme de corrosion chimique. OK. Puis qui est aggravée par la température. On appelle ça aussi du hot corrosion. OK. Ça, c'est le design de la blade qui a fait qu'elle ne résistait pas. Puis ça affecte, by the way, le compresseur, les turbines intermédiaires, la turbine intermédiaire. OK. Parce que c'est un 3/4, les Rolls-Royce. On se rappellera. Donc, qu'est-ce que Rolls-Royce va faire? On va travailler sur une nouvelle couche de protection. Et on a redesigné la base de la blade. Là. À ce niveau-là, je rentre pas trop dans les détails, mais il y a un redesign physique de la pale, de la blade. C'est long, ça. Et on retravaille sur un coating spécial. On spray par-dessus. Souvent, à l'époque, il y avait de la céramique. Il y a plusieurs... ça, c'est un exemple grossier que je vous donne parce que vous ne saurez jamais c'est quoi la vraie recette, bien évidemment. Ça, c'est hautement gardé comme recette, là, mais on va mettre une couche protectrice de quelque chose sur ces blades-là. Fait que ça, c'est en train de se faire retravailler au moment où on se parle. On a également un problème au niveau du compresseur intermédiaire. Rappelez-vous, encore une fois, Rolls-Royce, 3/4, 3 cœurs. Donc, on a un compresseur intermédiaire. OK. Puis ce compresseur intermédiaire-là, il a une problématique que les blades ont tendance à craquer. Savez-vous pourquoi? Ouais, puis t'es dans de l'air froid, là. Non. Ben, t'es dans de l'air froid. On est à 300-400 degrés, 500. Même pas. Non, compresseur. Compresseur, mais c'est ça, compresseur intermédiaire, t'es dans le 300-400 degrés? Non, même pas rendu là. C'est les premiers étages de compresseur au niveau de l'intermédiaire. Les blades craquent parce que la façon que le fan en avant est designé, la façon qu'il interagit avec le moteur, ça crée de la résonance. Fait qu'ils sont obligés de redesigner les blades et ils sont obligés de redesigner l'entrée du compresseur. OK? Donc, ce que je voulais mettre de l'avant avec ces exemples-là, là, c'est ça sur quoi Rolls-Royce travaille en ce moment. Là. C'est pas des petits problèmes à résoudre. C'est du redesign. Là. C'est pas des... Tu sais, c'est pas... faut changer, faut mettre un peu plus de ce produit-là dans la protection thermique. Exact. Non, là, faut que tu on parlait d'équilibre précaire, puis qu'une turbomachine, c'est compliqué, puis ça coûte donc bien cher à développer, puis oui, ça coûte cher. Mais puis c'est des petits détails comme ça qui font qu'on a des problèmes éventuellement en service. Y a-t-il autre chose sur le Trent Mill? Oui, il en reste un problème. Ah! Oh! Les blades sur la série 10, là, le Trent Mill 10, les blades de haute pression qui ont tendance à se détériorer prématurément. Puis ça, c'est, encore une fois, c'est drivé par quoi? On va redesigner, OK, en 3D, là, on va redesigner la blade un petit peu, mais on va surtout redesigner le pattern. Donc, comment on dit pattern en français? Patron. Le patron, ouais.
On va tout faire un redesign de comment et où est-ce que sont placés les cooling oil. Ben là, on parle, c'est vrai que j'avoue qu'à ce niveau-là, c'est très technique, là, puis... là, d'ailleurs, faisons une petite map de où est-ce qu'on est rendu, là. Oui. Ouais. On a en théorie presque le 3/4 du temps de passé. Oui. Où est-ce qu'on en est? On a fait pas mal le tour. J'arrive à mon trivia, là, je vais vous donner des petits exemples de comment que c'est gros, comment que ça fonctionne. Je vais faire un petit résumé des deux moteurs. Je me situe, là. Okay. D'accord, mais je comprends. C'est important que tout le monde s'y retrouve. Donc, juste pour finaliser avec mes problèmes au niveau du Trent Mill, ce que je voulais mettre de l'avant, c'est que c'est vraiment touché, c'est vraiment pas facile à designer, à arriver avec une approche qui va fonctionner du premier coup. Puis également, je dis ça parce que on entend souvent Rolls-Royce, c'est de la bip. GE, ils sont pas bons. Pratt, ils sont si. C'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. N'oubliez pas, on demande aux motoristes beaucoup. Hein? On a déjà donné l'exemple, on en a parlé dans le podcast régulier, que quand Airbus ou Boeing même moi je suis capable de le dire, annonce, mais c'est pas pire, là. Le 3/4 des économies d'énergie qui sont demandées sur les nouvelles plateformes sont générées par les moteurs. Le carburant, mais oui, ok, d'accord. Qu'est-ce que j'ai dit? D'énergie. Ben. Ok, d'accord. On s'entend. Ils sont absorbés par le motoriste. Donc, il y a beaucoup de recherche, il y a beaucoup de travail qui est fait à ce niveau-là. Donc, fait que ça vous donne une petite idée de, tu sais, on parle beaucoup de Rolls-Royce en ce moment, de ce qui se passe, puis combien ils ont de la misère, puis c'est donc bien compliqué. Ils ont beaucoup été malchanceux. Oui. Mais la question qui me vient à l'esprit, les moteurs, ils sont testés de façon rigoureuse. Oui, mais en environnement contrôlé. Ouais, ok. André... Ça bat une mise en service. Qui peut battre une entrée en service. Oui, ok, c'est bon. Sais-tu pourquoi je te dis ça, là, en plus de ça? Là, ben oui, mais c'est des moteurs, tu fais juste les faire tourner. C'est pas ça. C'est qu'ils sont en train de se rendre compte, que une partie, par exemple, le problème qu'il y a au niveau de la corrosion, du hot corrosion, là, donc la sulfidation. Oui, la sulfidation. Ce serait entre autres causé par la pollution dans l'air. Et ils sont en train de peut-être se rendre compte, mais ils veulent pas te parler trop vite parce qu'ils veulent pas que ça froisse certains de leurs clients. Mais ils sont en train de se rendre compte que c'est en volant au-dessus de certaines zones. OK. Il y a des liens à faire, là. OK. Fait qu'on avait parlé déjà des styles de pilotage combinés aux problèmes environnementaux. On avait parlé de ça, là, du Gear Turbofan en Inde, par exemple, qui aurait peut-être un peu de misère dû à l'environnement. Oui. OK. Fait que là, on aurait Pratt. C'est une théorie qu'on avait lancée comme ça, que tout dépendant de où est-ce qu'il volait. Ça se précise pas mal pour ça. Ouais, mais là, on est en train de retrouver peut-être, mais Rolls-Royce, je le dis pas trop fort parce que, comme je vous dis, c'est très politique, là. Mais ce serait une chose qui aurait drivé la problématique. OK. Donc, l'air pollué dans lequel ils évoluent. Mais à ce moment-là, comment ça se fait que le Gen X, lui, a pas ces problèmes-là? À ce niveau-là, je sais pas. C'est peut-être une configuration. C'est de la façon que le moteur est monté, a été designé, il est plus sensible à ça. OK. Tout simplement. Si tu avais à établir la différence principale entre le Gen X et le Trent Mill, tu dirais quoi? C'est quoi la différence entre les deux? La grosse différence entre les deux? À part les 3/4. Il y en a un qui marche, puis il y en a un qui marche pas, là. Bravo, Claudia. Oui, effectivement. Tu sais, comment taper sur le clou, là, comme toi, t'es pas bon, toi. Hein? Ben non, mais je veux dire. Il y en a un qui a plus de problèmes que l'autre. Je continue à dire que probablement, ils ont été en bonne partie malchanceux, mais le fait est que. Oui. Le résultat est là. Ouais, regarde, c'est pas politiquement correct de choisir dire comme entre ça, les deux, je sais pas, ce serait difficile. J'aurais peut-être un petit penchant pour le Gen X. Déjà, entre autres, avec toute la technologie dans le fan, au niveau du fan, que je trouve absolument fantastique, qui est pas comparé au Leap, par exemple, pour le Gen X, c'est pas le Leap, c'est du Resin Transfer Molding, du RTM qu'il appelle. OK. Dans le cas du Gen X et des GE 90, donc les grands frères, là, c'est du Carbon Fiber Reinforced Polymers. Donc du bon vieux carbone. Au niveau des matériaux sur le Trent Mill, il y a la fan, alors c'est là que je m'en allais, c'est que au niveau du Gen X, on a un fan en carbone.
Ouais. Okay? Au niveau du Trent Mill, Rolls-Royce, pour le moment, est toujours attaché à ses blades en titane. OK. Donc, c'est des fan blades qui sont en titane soufflé. Ouais. Donc, elles sont vides au milieu. Mais les GE dit qu'ils sont capables ils sont entre 10 et 15 livres plus légers pour la même grosseur de fan blade, là. Fait que ça, c'est à débattre. Mais Rolls-Royce dit qu'ils sont plus résistants, en tout cas. Bref. Mais Rolls-Royce s'en vient avec des blades en composite. Ouais. Vous avez probablement déjà vu des photos, c'est sûr. Le fan, il est bleu. Ah. C'est des blades en composite. OK. Donc, pour vous donner une petite idée aussi, juste un petit peu de trivia comme quoi ces machines-là, quand même, doivent être résistantes et doivent pallier à tout. Le fan, là, pleine puissance, à chaque bout de blade, t'as à peu près 90 tonnes de load. Oh mon Dieu! Ouais, fait qu'à peu près 9 autobus londoniens attachés, comme si tu tirais sur la blade. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand ça se défait, c'est pas pour rien que ça revole loin puis ça passe à travers à peu près n'importe quoi. Fait que quand tu dis il faut qu'il fasse des tests, là, un blade off qu'il appelle, là, à quoi ça sert de faire ça? Ça sert à prévenir ces potentiels problèmes-là. Fait que c'est quand même assez... OK. À take-off power, on a à peu près 1,25 tonnes d'air qui passe dans le fan à la seconde. À take-off power, on s'entend. Pour un moteur de cette grosseur-là, donc on parle d'à peu près 112 pouces de 111, fan. Là. Ouais. 111, 112 à peu près. Là. Le type de la blade est à peu près 1400 km/h. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on entend le moteur pleine puissance. Là. Il y a un petit ronflement, là, même pour une turbofan. C'est tout simplement parce que le bout de la blade va à la vitesse du son. Fait que c'est l'onde de choc qu'on entend. Fait que ça fait un petit bruit quand même. Mais tantôt, parce que là, je pense à tout ça, les moteurs travaillent beaucoup, compressent beaucoup d'air. Et on est plus sujet à avoir des problèmes avec la résonance à ce moment-là, parce que l'air étant compressé, elle va donner justement plus de vibrations. À ce niveau-là, en théorie, c'est supposé être contrôlé. Là. Ça, ils sont supposés le tester puis le calculer. Mais visiblement, comme sur le Trent Mill, on en a échappé un. Là. Ouais. Mais oui, il y a des problèmes de fréquence et de résonance auxquels il faut pallier. Mais ça marche pas toujours. En fait, parce que tu vois, tu viens de me faire penser que on a eu quelques petits problèmes sur le Gen X où l'accumulation de glace sur le fan, ils ont eu un petit problème à ce niveau-là, faisait en sorte qu'on crée de la résonance sur le fan. Donc le fan avait tendance à bouger un petit peu, puis à gruger on a ce qu'on appelle du abradable material sur le fan case. Donc, ça a créé des in-flight shutdowns et tout ça. Donc, si vous vous rappelez, puis les gens qui nous écoutent se rappelleront peut-être qu'il y a un 747-8, donc le nouveau 747 remotorisé avec des Gen X, qui avait eu genre 2 in-flight shutdowns sur l'appareil. Les pilotes avaient capoté un petit peu parce que les moteurs s'étaient éteints tout seuls, parce qu'ils avaient détecté une ingestion de glace. OK. Donc ça, c'est un autre aspect de la technologie avec les moteurs FedEx, c'est que le moteur se gère tout seul. Puis lui, on lui avait dit, si tu détectes de la glace, éteins-toi. OK. Donc, il a fallu modifier. Donc, parce que dans la modernisation ou l'augmentation de la puissance des moteurs, le FedEx ou la gestion électronique de la température des chambres de combustion, maintenant, ça a permis de beaucoup améliorer. Puis ça, c'est exactement. Puis ça, c'est le dernier point, c'est qu'au niveau de l'électronique, au niveau du contrôle moteur, on vient chercher, c'est le dernier point. On a beaucoup travaillé avec les matériaux, l'aérodynamique, la thermodynamique au niveau du moteur. Le dernier le fine-tuning va se faire comment? Ben, au niveau du contrôle moteur, donc au niveau du FedEx. Parce que traditionnellement, avant les systèmes électroniques, le démarrage, quand l'équipage partait un moteur... C'était hydropneumatique. Ouais, c'est ça, c'était hydropneumatique. Et là, il faut que tu rajoutes un surplus de carburant au démarrage. Oui. C'est un piton, une switch en bon français dans le tableau de bord. Ouais, ça, c'est vieux quand même. Là, ça trahit ton âge un peu. Ouais, mais quand t'injectais un surplus, et là, il fallait que le pilote surveille la température et rendu à une certaine température, tu dois enlever. Moi, je me suis fait compter des histoires où, tu sais, t'es un peu fatigué, t'es pas toute là. Ouais. Tu dors, tu sais, le terme dormir sur la switch?
à un moment donné, tu dépasses de 100, 200, 300 degrés Oui. Puis ça prend pas beaucoup de temps, là. Faut que tu dormes sur la Switch à peu près une demi-seconde, Absolument. une seconde. Mais ça, aujourd'hui, avec les moteurs qui sont 100% FADEC, un vrai FADEC, là, c'est le computer. Tu appuies sur Start, là, puis c'est lui qui décide comment, puis quand il s'allume. Alors, c'est rare qu'un ordinateur dort sur la Switch. C'est plutôt rare, à moins qu'il soit mal programmé. Ouais, tout simplement. Ouais, ou quelqu'un a joué dans la programmation sans l'autorisation du fabricant, habituellement, quand ça arrive, ce genre d'affaires-là. Ça, t'as dû connaître, sans nommer de nom, t'as dû connaître ce genre d'histoire. On a vu des petites affaires, ouais. Moi aussi, j'ai entendu des histoires comiques là-dessus. Ouais, effectivement. Mais, donc, on s'entend que la gestion électronique, c'est aujourd'hui, surtout quand on regarde la grosseur et le prix d'un moteur. Mais c'est ce qui... si tu veux, on peut finir avec ce petit point-là. Combien ça coûte, un Gen X ou un Trent 1000? Admettons que tu voudrais t'acheter ça pour Noël, André. Un prix de liste? Oh, j'ai aucune idée du prix de liste. Moi, je dis 25 millions. Fais-moi un prix. 25 millions? Entre 23 et 25. Puis, sur la plupart... Rolls-Royce, j'ai juste trouvé la donnée au niveau de Rolls-Royce. Ils font signer des contrats de gestion de flotte, là, donc tu payes à l'heure et tout ça. Ouais. Fait qu'un moteur ça peut monter jusqu'à 41 millions avec le programme de gestion. Okay. Est-ce que ça inclut, on vous le retourne si on n'est pas content? Je pense pas, non. Après moi, si tu l'aimes pas, garde-les. Et ça exclut les frais d'avocat qui viennent avec ça. Il pédale beaucoup en ce moment. Ça a coûté cher. Les problèmes du Trent 1000 ont coûté cher. Ça n'a pas fini, si je comprends. Rolls-Royce est pratiquement en faillite à cause de ça. Ça va pas bien, effectivement. Fait que si on fait un petit wrap-up au niveau, donc moteur à turbine, les configurations qu'on a en ce moment, c'est pratiquement celles qu'on a toujours connues. By the way, si vous avez déjà vu un moteur à turbine datant de la Deuxième Guerre mondiale, côté allemand, les Jumo, c'est exactement la même configuration qu'on a encore aujourd'hui. Ce qu'on a fait, c'est on est en train de fine-tuner on joue avec les tip clearance, les matériaux, l'aérodynamique, la thermodynamique. C'est ça qu'on est en train de faire. Puis là, on commence tranquillement à atteindre la limite de ce qu'on est capable de faire. Et si on prenait un ingénieur des années 40 qui a travaillé sur ces moteurs dans les années... Capoterait. Puis qu'on dit, regarde les températures qu'on atteint aujourd'hui, il me dirait, vous êtes malade, c'est impossible, ça tiendra pas, ça va fondre. Ouais. Ouais, c'est... Puis à l'époque, ce qui faisait qu'on n'était pas capable de tirer... Déjà, les Allemands, à ce niveau-là, avaient déjà atteint la limite du matériel. Ils étaient limités par la qualité du matériel, du métal qu'ils avaient, qui était disponible à cette époque-là. Okay. Donc voilà. Donc le Gen X, le Trent 1000... Et je vais terminer. Moi, je reviens avec la déclaration du président d'Air Baltic qui avait dit que pour ce qui est des turbines à gaz, on est pas mal à la limite de ce qu'on pouvait aller chercher comme économie de carburant. Ça va prendre un gros changement de paradigme. Oui, absolument. Rolls-Royce est en train de tester en ce moment. Ils ont pris un moteur, un Adour, une petite turbo soufflante là, qui est installée sur c'est un avion d'entraînement, il me semble. Ils sont en train de faire des tests, donc tout ça pour dire. Ils vont installer dans le fan en avant, il y a un gros espace vide autour du compresseur basse pression. Ils vont mettre un moteur électrique là-dedans. OK. Donc, ils vont essayer de travailler sur... eux autres, ils ont une unité de recherche qui travaille sur réutiliser les moteurs qu'on a aujourd'hui. Puis dans ce gros espace vide qu'on a en avant où il y a le booster, puis fait que ceux qui ont déjà vu des moteurs en couple, là, vous voyez à peu près de ce que je veux dire. Là. Il y a un gros espace vide. Là. Il y a une équipe chez Rolls-Royce qui travaille à voir. Peut-être qu'on serait capable de mettre un moteur électrique là-dedans. Donc d'avoir une turbine qui est moins puissante, puis au décollage, le moteur électrique vient. Ou pour la même puissance, on touche à rien côté thermodynamique, on fait juste aller ajouter une aide électrique au décollage. Ouais. Voilà. Donc, puis la turbine, un peu comme Pratt & Whitney fait avec... avec son P100, futur P100. Exactement. Ouais, ça ferait pas mal le tour. Fait que là, Gen X, Trent 1000, les faux frères travaillent qui sont installés sur la même plateforme. Et puis, c'est intéressant parce qu'on voit que ça montre à peu près les deux grosses philosophies qu'on a sur le marché en ce moment. Une technologie dual core d'un côté pour GE et triple core sur Rolls-Royce qui est là depuis le RB211 à l'époque déjà. OK.
Super. Ouais. Eh bien... on attend vos questions. Oui, exactement. Oui. Questions, commentaires. Précision. Oui, exactement. On va faire un suivi aux besoins. C'est sûr qu'on n'a pas tout couvert. C'est sûr que j'ai pas été en profondeur dans tout ce qu'on pourrait peut-être, oui. Moi, je vais envoyer... questions, suggestions, ne vous gênez pas. Puis, je vais envoyer un message, moi, à Nicolas, pas le même que la dernière fois, un autre. Oui. Il écoute la vidéo sur YouTube. Mm-hmm. Puis il vient placer des commentaires sur les ailes du Québec. Si tu veux, Nicolas, quand tu places des commentaires sur la vidéo... Ça nous aide à les adresser plus directement. Mets-les sur YouTube. Oui. En fait, en général, on commente sur la source. Ça aide à avoir un suivi. Sinon, je vais te chicaner, je te promets. Non, ça nous fait plaisir quand même que tu sois là, Nicolas. Oui. Donc, merci pour tout le monde de nous avoir écoutés aujourd'hui. On espère avoir répondu à certaines des questions que vous pourriez peut-être avoir. Et si ce n'est pas le cas, ça nous fera plaisir d'y répondre la prochaine fois. Oui. Là-dessus, on vous invite, comme d'habitude, à nous envoyer vos questions et commentaires sur la page Facebook de l'Aéropod ou encore directement sur les vidéos de la chaîne YouTube de l'Aéropod. Et sinon, vous pouvez toujours nous envoyer ça par courriel à aéropod, AEROPOD, @mentoraero.com. Et là-dessus, on vous remercie de nous avoir accordé votre temps aujourd'hui et on vous souhaite... Eh bien, je vais y aller avec une tempête de ciel bleu. Oh, c'est bien commencé. Un grand classique. Hey, oui. Merci tout le monde. Au revoir. Over.